Bonsoir et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Dans Ça vous regarde, ce soir, Richard Ferrand en route vers la présidence du Conseil constitutionnel. Sa nomination proposée par Emmanuel Macron a été validée par le Parlement à une voix près. Nomination d'extrême justesse. L'abstention du RN a été déterminante, on va y revenir. Tollé à l'Assemblée à droite et à gauche. Un proche du président non juriste à la tête des 9 sages est-elle une garantie d'indépendance au moment où l'institution est contestée? Question de notre grand débat. Dans un instant, sur ce plateau, une taxe de 2% sur le patrimoine des ultra-riches. C'est ce que propose notre invité franc-parler ce soir, un impôt plancher sur la fortune des milliardaires qui rapporterait 20 milliards d'euros sur le modèle de la taxe Zuckman, du nom de l'économiste français. Grand entretien avec la députée écologiste Eva Sas. Tout à l'heure. Enfin, grand angle ce soir sur la méthode Bayrou. Le Premier ministre, vous l'entendrez, s'est fait plaisir en sonnant la charge contre les socialistes qui défendaient ce soir leur motion de censure, motion pour faire semblant. S'est-il moqué, plein de sarcasme? Le PS ne décolère pas. Décryptage à la fin de cette émission avec nos chroniqueurs. Voilà pour le sommaire. Installez-vous, ça vous regarde. C'est parti. Le suspense est resté entier jusqu'au bout. Une seule voix contre a manqué. Au terme de son audition par les commissions des lois à l'Assemblée et au Sénat, Richard Ferrand n'a pas été désavoué, mais sa nomination à la tête du Conseil constitutionnel, proposée par Emmanuel Macron, n'a été validée qu'à une voix près. Alors que dit ce résultat extrêmement serré? Est-il gage d'indépendance et d'impartialité pour cette institution qui aura des décisions, vous allez le voir, fondamentales à prendre dans les mois, dans les années qui viennent? Bonsoir Sylvain Maillard. Bonsoir. Et merci d'être là, député Ensemble pour la République. C'est le camp présidentiel, député de Paris. Vous débattez ce soir avec votre collègue Philippe Gosselin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, député droite républicaine de la Manche, juriste de profession. Bonsoir Paul Cassia. Bonsoir Myriam. Ravi de vous retrouver, constitutionnaliste et professeur de droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Enfin, bonsoir Charles Sapin. Bonsoir. Bienvenue à vous, journaliste politique. Au point, avant de vous entendre, messieurs, retour sur l'audition de Richard Ferrand, les résultats du vote et les réactions vives, vous allez le voir, c'est dans le récap de Bruno Donnet. Tout de suite. Bonsoir Bruno. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Dans votre récap ce soir, une nomination extrêmement fragile. Oui, vous le savez, Myriam, pour que Richard Ferrand ne soit pas nommé à la tête du Conseil constitutionnel, il fallait que ce matin, 59 parlementaires votent contre lui. Pour 39, contre 58. Compte tenu de ces résultats, la Commission ne s'oppose pas à la proposition de nomination. Il a donc manqué une voix, une toute petite voix pour que Richard Ferrand soit écarté. Pourtant, exception faite du camp présidentiel, l'opposition, l'hostilité s'est exprimée sur à peu près tous les fronts. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ancien président de l'Assemblée nationale a passé un sale quart d'heure. Monsieur Ferrand, vous avez été battu lors des élections législatives de 2022. Avant cela, vous avez été mis en examen en 2019 par 3 juges d'instruction pour prise illégale d'intérêt. Moi, je voudrais vous parler à mon tour de déontologie. Si vous êtes passé entre les mailles du filet dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, vous avez été mis en examen pour prise illégale d'intérêt, ce n'est que parce que les faits étaient prescrits. La gauche l'a pilonné sur les affaires et la probité pendant que la droite l'attaquait sur ses compétences. Monsieur Ferrand, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous n'appliquez pas la loi, mais un décret. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre formation juridique et ces fameuses 2 années de droit dont on entend parler? Bref, toute la gauche et une grande partie de la droite étaient donc très hostiles, Myriam, à cette nomination. Alors, quid Bruno de la position du RN? Eh bien, c'est la stratégie qui est la plus commentée ce soir et c'est aussi celle qui suscite la controverse. Car le Rassemblement national a fait le choix de n'être ni pour ni contre et de s'abstenir au nom du moindre mal. Vous savez, on a eu accès à la liste des possibles successeurs à Laurent Fabius. Et entre Éric Dupond-Moretti ou Christiane Taubira, il fallait faire le choix du moins pire. Et vraisemblablement, cette abstention est un symbole. Mais c'est très précisément parce que le Rassemblement national n'a pas voté contre lui que Richard Ferrand a sauvé sa peau aujourd'hui. Et ça a beaucoup agacé Olivier Marleix qui était
il est allé assez loin dans les sous-entendus. Écoutez-le. Pourquoi est-ce que Mme Le Pen a fait ce choix? On a évidemment envie de penser aux prochaines décisions que doit prendre le Conseil constitutionnel. Je rappelle qu'il y a une QPC pour savoir si Mme Le Pen sera ou pas inéligible. Donc tout ça sent quand même très fort le deal secret entre M. Macron et Mme Le Pen. Et de son côté, eh bien, la gauche a également fustigé la position prétendument manœuvrière du Rassemblement national. On constate que le Rassemblement national, une nouvelle fois, se transforme en roue de secours du macronisme. Et puis enfin, cet après-midi, Boris Vallaud a carrément appelé le président de la République dans un tweet à renoncer à cette nomination. Quant à Richard Ferrand, eh bien, il a choisi de s'extirper de toutes les polémiques avec une formule très librement adaptée. J'ai envie de dire, comme disait Churchill de la démocratie, que nous avons peut-être le pire des systèmes de nomination, mais je n'en connais pas de meilleur. De l'art, chère Myriam, de filer à l'anglaise. Merci beaucoup Bruno. Sylvain Maillard, quand même, à une voix près, cette nomination, vous avez entendu le tollé à gauche et à droite. Est-ce que vous ne vous dites pas ce soir, au fond, c'était pas forcément le bon candidat, Richard Ferrand? Moi, je pense que c'était un excellent choix, que ce sera un très bon président. Malgré cette nomination de justesse. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais il y a eu les mêmes... D'ailleurs, on a eu une audition qui était très intéressante. Je crois que tous ceux qui ont participé à l'audition, c'était mon cas, Philippe Gosselin aussi, c'était un moment très intéressant où il y a eu des explications, c'était c'est franc, mais je pense que Richard Ferrand a aussi très très bien répondu. Voilà, il y avait une vraie discussion. En réalité, c'est une discussion qui était très politique, non pas sur le fond, sur est-ce qu'il sera un bon président, puisqu'on a pu le constater dans les derniers présidents qui ont été nommés, Laurent Fabius, Jean-Louis Debré, c'est exactement les mêmes discussions en disant il est trop mais le résultat n'est jamais aussi serré. Là, c'est particulier. J'entends. Vous en convenez. Qu'est-ce qui est important? C'est est-ce qu'il sera un bon président du Conseil constitutionnel, oui ou non? Le problème n'est pas de savoir s'il gagne de 1 voix ou 15 voix, c'est est-ce qu'il sera un bon président? Est-ce qu'il peut remercier le RN, Sylvain Maillard? Ce que j'ai regretté, c'est que j'ai trouvé que c'était, par rapport à la qualité de l'audition, moi j'ai fait beaucoup d'auditions depuis que je suis député, je trouvais que c'était et la contradiction et le candidat, j'ai trouvé que c'était vraiment d'un très bon niveau. En fait, c'était un peu caricatural, nos positions. C'est-à-dire que chaque parti, chaque groupe avait déjà écrit ce qu'il ferait et qu'au fond, cette audition, c'est une posture politique. Sauf le RN, qui avait laissé sa position. Je regrettais parce que je pense qu'il est... Jusqu'à la dernière minute. Elle ne vous gêne pas, elle ne vous embarrasse pas, cette abstention de Marine Le Pen et de ses 126 députés? Je pense que... Honnêtement, je vais vous dire, je connais bien Richard Ferrand. Je connais bien Richard Ferrand. Depuis 2016, j'ai pu le voir dans l'ensemble de ses postes, je le connais bien. Moi, je pense que ce sera un excellent président du Conseil constitutionnel. Moi, je suis assez fier qu'il devienne président du Conseil constitutionnel. Mais vous reconnaissez que sans l'abstention du RN, il ne serait pas validé ce soir? C'est dur tous les jours à l'Assemblée nationale. C'est dur de passer n'importe quelle loi tous les jours à l'Assemblée nationale. C'est ça aussi notre quotidien maintenant de député. C'est la réalité de cette Assemblée fracturée. C'est ce que vous nous dites. Depuis quelques mois, depuis la dissolution et Philippe Gosselin, nouvelle Assemblée. La droite républicaine à l'Assemblée a voté contre cette nomination en commission des lois. C'est une position qui a été décidée hier à l'unanimité. Et c'est Laurent Wauquiez qui avait parlé d'un problème d'impartialité, d'éthique et de compétences juridiques concernant Richard Ferrand. Vous l'avez écouté, vous étiez à son audition. Vous n'avez pas changé d'avis? Non, il y a une audition très riche, effectivement. Je crois qu'il fallait mettre un certain nombre de sujets sur la table. Je crois que personne n'a attaqué, en tout cas moi je ne l'ai pas fait, sur le fait que c'était un ancien président de l'Assemblée. On a des cas particuliers, ça a été le cas de Jean-Louis Debré. Sauf que Jean-Louis Debré était juriste, docteur en droit, et que ce n'était pas tout à fait la même chose. Et puis surtout, ce qui a fait la vraie difficulté, et c'est quand même bien la réalité, c'est que Richard Ferrand appartient au dernier carré des fidèles parmi les fidèles. Vous savez, on parle des visiteurs du soir, et donc il y a ce procès peut-être en impartialité. Il serait celui qui peut lui parler franchement. Ça peut servir aussi, non? Oui, ça peut être très bien, mais à ce moment-là, on n'occupe pas les fonctions. Même parfois, on n'occupe pas à ce moment-là les fonctions au Conseil constitutionnel. Maintenant, il y a un deal pour vous. Est-ce qu'il y a un deal secret entre Emmanuel Macron et le RN, comme le dit qui est en cause aujourd'hui? En réalité, c'est pas Richard Ferrand qui est en cause. Il est plutôt, je dirais, d'une certaine façon, victime de ces règlements de compte. Je crois qu'Emmanuel Macron a voulu forcer la main, il a forcé la main, et je vois, comme tous nos concitoyens, que si Richard Ferrand a pu passer à
une voix près, c'est bien à cause ou grâce à l'abstention du RN. Donc forcer la main, ça veut dire quoi précisément? Je ne ça veut dire comprends pas un pacte secret. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous mettez quoi derrière cette formule de forcer la main? Forcer la main parce qu'en réalité, on se demande si c'est pas un gage sur l'avenir, une forme de bienveillance. Vous savez, moi je vois pas le RN faire des choses bienveillantes gratuitement. Donc il y a un retour d'ascenseur qui est attendu. Eh ben, on va leur poser la question. Je ne sais pas, mais en tout cas, si il n'y avait pas eu le RN qui à tour de bras régulièrement et tous les jours s'attaque au président de la République et là le protège. C'est assez étonnant. Vous avez des mots très forts. Il faut le dire à leurs électeurs. Alors, ils ne sont pas présents sur ce plateau, mais vous avez ces mots, retour d'ascenseur, redevabilité. Ce sont des mots très forts. On va demander justement au RN les raisons de cette abstention. Bonsoir, Yohann Gillet. Vous êtes aux côtés de Marco Pommier pour le RN. Oui, Yohann Gillet, est-ce que vous êtes redevable ce soir à Richard Ferrand? Est-ce que vous avez parrainé Richard Ferrand? C'est ce que dit Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise. Non, mais on n'a pas de leçon à recevoir de Mathilde Panot, parce que je rappelle que Mathilde Panot, elle a fait un pacte avec Emmanuel Macron, avec la Macronie, lors des élections. Nous n'avons pas voulu faire la politique du pire, contrairement au LR et à la gauche. En nous abstenant, eh bien, nous avons évité la politique du pire, à savoir la nomination d'une Christiane Taubira, qui est l'icône du laxisme judiciaire, d'un Dupond-Moretti qui n'est pas mieux en termes de laxisme judiciaire et qui a été le ministre qui s'était fait applaudir par les détenus, ou encore d'Elisabeth Borne. Voilà les personnes qui auraient été nommées au Conseil constitutionnel si M. Ferrand n'avait pas été nommé. Et vous n'avez pas fait de pacte avec Emmanuel Macron? Certains à gauche comme à droite disent ça sent la magouille, il y a un deal. Non, il n'y a aucun deal. Il y a une simple volonté de protéger nos institutions et de ne pas vouloir la politique du pire. Et en l'occurrence, M. Ferrand n'a pas notre grâce, mais M. Ferrand est moins pire que Christiane Taubira, que Mme Borne ou que M. Dupond-Moretti. Et ça, nous l'assumons totalement. Donc ce soir, vous lui dites merci à Richard Ferrand. Enfin, Richard Ferrand vous dit plutôt merci et il vous est redevable. Non, nous disons à M. Ferrand que nous allons le surveiller, qu'il a tenu des engagements, des propos très clairs ce matin lors de son audition et que nous allons veiller au Rassemblement national à ce qu'il tienne ses engagements. Et en vous abstenant, est-ce que vous ne trahissez pas vos électeurs? Non, bien au contraire. Nos électeurs n'auraient pas compris que nous fassions en sorte que Mme Taubira ou M. Dupond-Moretti soient nommés au Conseil constitutionnel. Et c'est bien cela la vérité. Ce que ne disent pas ni les LR ni la gauche, c'est que M. Dupond-Moretti, encore une fois, ou Mme Taubira auraient été nommés au Conseil constitutionnel. Merci beaucoup, Yohann Gillet, pour cette réaction. Et merci à vous, Marco Pommier, Charles Sapin. On peut les croire, où on est dans les éléments de langage au RN, sur... au fond, c'était le moins pire par rapport à Dupond-Moretti ou Taubira? Alors c'est comme à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu de vérité et puis il y a beaucoup d'éléments de langage. C'est vrai que c'est contre-intuitif de voir le Rassemblement national s'abstenir sur ce vote et permettre en fait la nomination de Richard Ferrand et par là même une victoire, ce qui est une victoire pour Emmanuel Macron. C'était pas du tout évident qu'il parvienne à nommer ce candidat à la présidence du Conseil constitutionnel. Il y a 3 explications, il y en a 2 plus ou moins assumées par le Rassemblement national et il y en a une qui est subodorée par les autres forces d'opposition notamment. La première raison, elle a été un petit peu avancée, c'est la peur que si Richard Ferrand était empêché par ce droit de veto parlementaire, il y ait en second rideau un candidat pire. Alors c'est vrai qu'il y a eu des noms qui ont été lancés, Christiane Taubira, Elisabeth Borne... Il n'en a jamais été question. Il n'a jamais été question. Alors, selon mes informations... Sylvain Maillard, vous confirmez? Éric Dupond-Moretti? En tout cas, si Richard Ferrand n'avait pas été confirmé, il y aurait évidemment un autre ou une autre candidate. Mais dans les noms qui circulent, alors justement, ils étaient pressentis. Le vrai nom que craignait Marine Le Pen et son entourage, selon des informations qui n'est pas un nom qui est donné là, c'est Jean-Denis Combrexel, qui est l'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, qui était président de la section du contentieux du Conseil d'État. Et qui était juriste, alors, lui. Et qui est alors totalement un juriste et voilà, qui est qualifié comme un technocrate avec tout un plan, qui est vilipendé très fortement par Marine Le Pen et par son entourage. Et c'est pour éviter ce scénario-là, en partie, que le RN aurait décidé de s'abstenir sur le cas Richard Ferrand. Il y a une deuxième raison aussi. Le choix d'Emmanuel Macron de nommer une personnalité, un profil exclusivement politique, a ouvert la voie au Rassemblement national de faire de la politique. C'est-à-dire
tout le jeu de ces auditions a été de faire dire, de la part du Rassemblement national en tout cas, était de faire dire des choses à Richard Ferrand pour pouvoir les exhumer et lui opposer dans un futur à moyen ou long terme. Notamment sur cette question de ce qu'est le Conseil constitutionnel. Richard Ferrand a dit notamment que ce n'était pas un pouvoir législatif. Un conseil ou une juridiction. Exactement, ni la troisième chambre pour refaire les lois. Il a dit d'ailleurs le Conseil constitutionnel ne sera pas le gouvernement des juges. Exactement. Et ça parle au RN. Ça parle au RN, pourquoi? Parce que dans le cas hypothétique d'une victoire de Marine Le Pen à la prochaine présidentielle ou du Rassemblement national, il y a une arme auquel le parti nationaliste est très attaché, c'est l'article 11, c'est le référendum. On va y venir. Utilisé beaucoup, notamment pour l'immigration. Et là, il y a une jurisprudence qui est pas très claire du Conseil constitutionnel et ils veulent absolument... On va y venir dans le détail. Voilà. Et il y a la troisième raison, et j'y reviendrai très rapidement, mais qui est subodorée par les autres oppositions, c'est évidemment, on voit le calendrier, on se dit, dans quelques semaines, le nouveau Conseil constitutionnel, enfin avec ses nouveaux membres, va devoir se pencher sur une QPC qui va traiter de la question de l'inéligibilité, excusez-moi, avec exécution provisoire, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le délibéré attendu de l'affaire des eurodéputés, des assistants parlementaires. Le 31 mars, avec la décision de justice très attendue. On va y revenir. En tout cas, elle a fait de la politique. C'est une abstention politique et c'est parfaitement expliqué par Charles Sapin ce soir. Paul Cassia, est-ce qu'on peut dire que dans l'histoire de la Ve République, Richard Ferrand devient le président du Conseil constitutionnel le plus mal nommé? Est-ce que ça, c'est un fait? Alors, le problème, c'est que, pour répondre à votre question, on n'a pas assez de recul puisque la procédure de nomination actuelle n'a été utilisée qu'à une seule reprise précédemment. Donc, on n'a pas vraiment de recul puisque c'est depuis 2008 seulement que les chambres ont un droit, entre guillemets, de veto sur les nominations au Conseil constitutionnel. Ce qui est certain, c'est que plus de la moitié des membres des commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat se sont prononcés contre cette nomination. Ce qui est quand même assez désagréable, voire assez dommageable. Qu'est-ce qui affaiblit au fond cette nomination? Ce sont les voix contre qui sont très importantes ou l'abstention du RN? Il y a beaucoup de choses qui affaiblissent cette nomination. Il y a d'abord la personnalité de la personne de Richard Ferrand. Parce qu'il n'est pas juriste? Pas seulement. Parce que c'est quelqu'un c'est une nomination politique, ça a été dit. Et je reprends les termes de Sylvain Maher, je les ai notés tout à l'heure. Je connais bien Richard Ferrand. Ça, déjà, c'est un problème. C'est un très gros problème pour la raison que le Conseil constitutionnel doit être une institution dont l'impartialité ne peut jamais être mise en doute, y compris sur le terrain des apparences. Par conséquent, il ne doit y avoir aucun lien d'intérêt entre aucun des membres du Conseil constitutionnel et les représentants Vous savez politiques. que dans l'histoire, ça n'a pas été le cas. Hein. On peut Jean-Louis Debré, proche de Jacques Chirac, Robert Badinter était juriste, mais très proche de François Mitterrand, Roland Dumas, pareil. Absolument, mais l'histoire change et l'impartialité, l'indépendance doit être renforcée aujourd'hui par rapport à ce qu'elle a été. Cette question du devoir d'ingratitude, c'est un logiciel du XXe siècle. Rappelez-nous cette belle formule. C'est une très belle formule, mais qui date du XXe siècle, qu'on attribue à Georges Vedel, et qui a été reprise par le président Robert Badinter, nommé en 1986 à un moment de très forte tension par un président socialiste au moment où une majorité de droite arrivait à Matignon. Cette formule, elle est très juste, mais elle est un peu datée. En réalité, il faudrait qu'il n'y ait aucun devoir de quelque nature que ce soit de la personne nommée à l'égard de l'autorité de nomination. Et ce serait tout à fait possible si, comme l'a suggéré, hélas tardivement, le président Laurent Fabius, s'écoulait un certain délai, un certain sas, entre le moment où la personne dont la nomination est envisagée pourrait entrer au Conseil constitutionnel et le moment où elle a exercé des fonctions politiques. 3 ans, un certain délai. Donc on voit là une réforme du Conseil constitutionnel sur ce devoir d'ingratitude. La belle formule de Robert Badinter. Je le connais bien. À Paul Cassia qui vous dit, je connais Richard Ferrand, est-ce que ce n'est pas déjà un problème? Je l'ai connu et c'était mon président de groupe. C'était le président de l'Assemblée nationale de tous les députés. J'ai une appréciation personnelle et je l'ai vu dans des moments difficiles être à la barre. Et je pense qu'il faut, dans ce moment-là, avoir aussi un président du Conseil constitutionnel qui tienne le fil des 9 années qui arrivent. On est dans une période difficile, les années qui viennent seront probablement compliquées. Moi, j'entends la discussion sur faut-il uniquement un technicien, au fond, qui a pas de, ou un politique, ou un peu des deux. D'abord, je note que Richard Ferrand est en dehors de la politique
fait plus de politique depuis 2022. Il a perdu les élections en 2022. Vous me permettez un sourire. Il est quand même un très proche conseiller du président de la République. C'est pas faire de la politique un peu autrement que par l'élection. Il n'est plus engagé politiquement, c'est-à-dire qu'il n'a plus de mandat politique et il n'a pris aucune fois. Il a du soir quand même, Sylvain Maillard. Bien sûr, mais il ne fait plus de déclarations. Il est en dehors du jeu politique traditionnel. Visible. Deuxième chose. Moi, je revendique le fait que je souhaite, dans le Conseil constitutionnel, on dit président du Conseil constitutionnel, c'est pas non plus ces 9 sages qui Alors on va les voir. Pouvoir égal en réalité de décision et qui doivent représenter, nommer de façon Le président n'a pas un pouvoir prépondérant dans la pratique. Non. Paul Cassia, je vous propose de regarder la composition du Conseil constitutionnel compte tenu des 3 nouvelles nominations. Les voici. Vous avez donc Philippe Bas, qui lui vient du Conseil d'État. C'est un politique, mais il est juriste. Compétence de juriste passée par l'ENA. Et puis vous avez Laurence Vichnievsky, à la droite de Richard Ferrand, enfin à la gauche de Richard Ferrand sur l'écran, qui, elle, est magistrate. Vous avez des politiques, Jacques Mézard, Jacqueline Gouraud, et puis d'autres juristes. Est-ce qu'au fond, ce panachage politique-juriste n'est pas équilibré quand vous voyez ces visages? Vous demandez à moi? À Paul Cassia, puis à Philippe Gosselin. Ici, il y a des juristes au Conseil constitutionnel. Il y a, vous les avez annoncés, il y a, à part Jacqueline Gouraud, pratiquement tous les membres du Conseil ont un parcours juridique plus ou moins étoffé. Mais ce sont des juristes qui ont à peu près le même parcours, issus de l'ENA, de la haute fonction publique, membres du Conseil d'État, membres de hautes institutions. Il y a très peu, il y a Véronique Malbec, mais très peu de magistrats judiciaires et très peu de magistrats, pardon ce mot, mais de terrain, de base. Et ce qui caractérise aussi ce Conseil, c'est que quasiment tous les membres, sauf une, ont un parcours politique, y compris François Séners, qui a été directeur de cabinet du président du Sénat. Et donc ça, c'est une caractéristique très forte qui politise, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le Conseil constitutionnel, alors que le Conseil devrait être une institution totalement indépendante, y compris dans les apparences. Philippe Gosselin. Alors, l'indépendance, elle est toujours très compliquée à évaluer. Vous savez bien que dès qu'une décision est prise dans un sens, on peut avoir des réactions dans l'autre et inversement. Bref, donc il y a toujours une sensibilité et une réaction de la société, du corps politique qui est là. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a une institution qui est ancrée dans la durée, quoi qu'en disent certains. Le Conseil constitutionnel, c'est pas rien. Quand on dit conseil, ça veut dire que c'est pas une juridiction, ce ne sont pas des juges. Bon, c'est un débat sur cette cour, qu'il serait ou pas. Je crois qu'aujourd'hui, en réalité, il est plus proche d'une cour constitutionnelle que d'un conseil. En tout cas, ce qui est certain, c'est que toute l'évolution depuis 58, avec la décision de 71, a fait complètement exploser le cadre initial. La décision de 71 ? La fameuse décision de 71 sur la liberté d'association qui a incorporé un bloc de constitutionnalité. Donc le contrôle s'opère par rapport à la Constitution, mais aussi à des principes reconnus par les lois de la République, des principes la Déclaration des droits de l'homme, etc. En 58, on avait un organe assez technique qu'on a qualifié de chien de garde, si vous voulez, de l'exécutif. Voilà, il veillait à ne pas empiéter sur les compétences de l'exécutif. Aujourd'hui, on va au-delà. Il faut s'en réjouir qu'ils aient plus de pouvoir ? Sur certains points, sans doute, mais attention, et c'est bien tout le débat, attention à garder une partialité qui ne soit pas une impartialité. Une impartialité. C'est intéressant parce que justement, il y a un soupçon de partialité et ces nominations plus politiques qui aujourd'hui passent beaucoup moins bien qu'avant. Alors, qu'est-ce qui attend le Conseil constitutionnel? Charles Lapin, vous voulez rajouter quelque chose? On va venir sur les dossiers, notamment la fameuse QPC sur l'exécution provisoire, mais vous vouliez rajouter? Non, mais ce qui est intéressant, c'est que la décision de mettre un profil purement politique à la tête du Conseil constitutionnel pourrait arriver à un résultat un peu problématique dans le sens où ça affaiblit deux fois l'institution. On l'a dit, le Conseil constitutionnel n'a plus rien à voir avec ce qu'il était en 58, où en fait c'était une autorité politique. Décision de 71, puis il y a eu 74, et finalement la QPC en 2010, qui a complètement transformé cette institution et maintenant c'est une juridiction. Or si ça a changé, cette institution a changé de nature, sa composition n'a pas changé. Et quand on met un profil politique, déjà ça l'affaiblit sur le plan de l'expertise juridique,
on en demande toujours plus, puisqu'avec ce mécanisme de QPC, il y a énormément de contentieux juridiques, et ça l'affaiblit aussi, parce que ça politise cette institution, et demain, on ne sait pas qui sera au pouvoir. Alors on y vient. Mais on pave le chemin des responsables politiques futurs qui pourront dire « cette décision ne me va pas, je ne la respecte pas ». Pourquoi ? Parce qu'elle est politisée, c'est un politique à sa tête, et donc le jugement est partial. C'est évidemment très important, ce Conseil constitutionnel, parce qu'on va rentrer, on est quasiment déjà dans une période de campagne présidentielle avec les élections 2027. Référendum, question prioritaire de constitutionnalité, droit du sol, ce qui attend le nouveau Conseil constitutionnel. Tour d'horizon, Clément Perrault. Sitôt nommé, sitôt en première ligne. Plusieurs sujets brûlants attendent déjà Richard Ferrand dans les prochains mois. D'abord, la possibilité d'organiser un ou plusieurs référendums. En 2025, nous continuerons de décider et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. C'était lors de ses vœux. Emmanuel Macron a semblé ouvrir la porte à l'organisation de référendums. Mais cette procédure est très encadrée par la Constitution. La question posée doit porter soit sur l'organisation des pouvoirs publics, soit sur les réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et les services publics qui y concourent. En cas de référendum, le Conseil constitutionnel devra donc dire si la question correspond bien à ces critères. Autre sujet sensible, le mariage avec un étranger en situation irrégulière. Une proposition de loi pour interdire les unions de ce type sera étudiée à partir de demain au Sénat. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice y sont favorables sur le principe. Si cette proposition de loi est votée par le Parlement, elle posera une question de constitutionnalité. La liberté de mariage est reconnue comme composante de la liberté individuelle garantie par la Constitution. Troisième sujet, et pas le moins sensible, la possibilité pour Marine Le Pen de se présenter à la présidentielle de 2027. Si le tribunal suit le 31 mars les réquisitions du parquet, alors elle écopera de 5 ans d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire. Cela signifie que la peine sera appliquée même en cas d'appel. Cette exécution provisoire au nom de la présomption d'innocence pourrait poser une question de constitutionnalité. Et rappelons que c'est justement le Conseil constitutionnel qui enregistre et valide les candidatures à l'élection présidentielle. Alors, vous l'avez évoqué, Charles Sapin, cette fameuse question prioritaire de constitutionnalité sur Mayotte. Expliquez-nous, parce qu'elle va d'une certaine façon avoir un effet direct en matière de jurisprudence sur la décision de justice. Et puis Paul Cassia, juste ensuite. Oui, très bien. Alors, si vous voulez, c'est une question prioritaire de constitutionnalité qui a été posée par un élu local à Mayotte, qui lui-même s'est vu infliger une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire qu'il se voit inéligible avant même l'appel ou le potentiel pourvoi en cassation. Ça a un effet direct. Il ne peut plus se présenter à aucune élection dès maintenant. Exactement. Le Conseil d'État a décidé donc de prendre cette question prioritaire de constitutionnalité et de le transmettre au Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel regarde si le droit applicable est constitutionnel ou non. Ça peut avoir une incidence directe sur la capacité que Marine Le Pen aura à se présenter ou non à la prochaine élection présidentielle, puisque la réponse à cette QPC sera juste avant la décision de justice, le délibéré de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires eurodéputés. Et donc le poids sur les épaules de Richard Ferrand, il est assez lourd parce que les enjeux sont très, très importants. Paul Cassia, il peut y avoir une jurisprudence du Conseil constitutionnel Richard Ferrand avant la décision de justice du 31 mars ? Je crois qu'il faudrait faire une émission rien que sur cette question. Le Conseil constitutionnel a jusqu'au 3 avril pour rendre sa décision. Et le jugement relatif à Marine Le Pen sera rendu le 31 mars. Donc les deux dates sont concomitantes. Et de façon très probable, ce sera sans doute Richard Ferrand qui présidera le Conseil constitutionnel au moment où il va se prononcer sur la QPC. Donc il arrive avec ça, qui a été très bien. Il arrive avec un stock de dossiers qui sont en cours devant le Conseil constitutionnel. Mais celui-là est particulier. 12 QPC qui sont pendantes devant le Conseil constitutionnel, dont celle-ci qui a des enjeux qui dépassent très largement celui de l'élu local à Mamoudzou, qui est à l'origine de la question. Sylvain Maillard, c'est quand même particulier d'arriver comme ça avec autant d'enjeux après l'abstention du RN. Sans compter que, et là on est vraiment dans la fiction,
si Marine Le Pen est élue, on sait ce qu'elle veut faire. Elle veut faire un référendum via l'article 11 sur toute une série de sujets qui nécessiteraient de revoir complètement la hiérarchie des normes, c'est-à-dire notre Constitution, pour installer la priorité nationale. D'ailleurs, il y a des points communs avec ce que vous souhaitez également à droite. Ça veut dire que le décret de convocation pour ce référendum va être regardé par Richard Ferrand. Ça veut dire qu'un homme, avec ses 8 collègues, va avoir la responsabilité de savoir si oui ou non Marine Le Pen peut mettre en œuvre la pierre angulaire de son programme. Comment vous réagissez ? mais en fait, je suis étonné du fait qu'on remette en cause un Conseil constitutionnel qui est là depuis 1958, qui a eu des évolutions, mais qui est là, qui fait son travail, avec différents présidents, avec différents membres. Et je dirais, pourquoi dire que d'un seul coup, il y aurait des sujets... Il y a toujours eu des sujets compliqués. Il a toujours été critiqué. Toujours. Hein. Et ça, c'est toujours été compliqué. Et évidemment que c'est difficile. Pourquoi on choisit 9 personnalités avec maintenant audition on a besoin de gens extrêmement solides. Mais vous voyez les questions que ça suscite. On se dit, est-ce que Emmanuel Macron veut tout faire pour éviter l'élection de Marine Le Pen? Je vous pose les questions que nos téléspectateurs se posent. Et donc peut-être que Richard Ferrand va l'empêcher. Vous voyez, ça fait ouvrir la boîte à questions. C'est pour ça qu'on passe notre temps, nous-mêmes, députés ici, à s'interroger sur des sujets qui sont extrêmement impactants pour la vie de nos concitoyens. Donc ça fait partie du rôle dans lequel, au Conseil constitutionnel, dans le rôle qui est le leur, les 9 sages doivent aussi prendre des décisions extrêmement difficiles. Et donc il faut faire confiance à des gens d'expérience. Il n'y a pas que Richard Ferrand, ils sont 9 maintenant. Ils sont épaulés, d'ailleurs. D'expérience, des gens qui individuellement... sont charpentés et doivent prendre des décisions. Et c'est pour ça qu'ils sont au Conseil constitutionnel, qui est quand même l'instance extrêmement importante dans notre vie démocratique. Donc faisons confiance, leur réflexion, leur approche du droit. Moi, vraiment, j'ai toujours eu confiance dans le Conseil constitutionnel, quelle que soit la composition, parce que je crois que en fait, c'est la fonction qui fait... de devenir conseiller, de rentrer au Conseil constitutionnel, pour moi, transforme la personne qui est... Le fameux devoir d'ingratitude. Roland Dumas a quand même reconnu avoir validé des comptes de campagne qu'il savait maquiller. Donc il faut quand même avoir une confiance... Et les historiens, d'ailleurs, font leur travail après. Philippe Gosselin, sur le référendum, il y a beaucoup de sujets. Il y a l'hypothèse de 2027. Mais dès aujourd'hui, notre président, il consulte. Il veut consulter les Français. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le Conseil constitutionnel devra valider le décret. Et on nous dit même quelque chose qui semblait ne pas exister avant, qu'il y aurait des consultation un peu en off. Alors je ne sais pas si c'est le cas ou pas, et c'est vrai que ça peut être, et là c'est pas Richard Ferrand qui est en cause, mais ça peut être un peu compliqué. Du gouvernement, du président de la République, en tout cas de façon plus avérée. Le Conseil constitutionnel, c'est pas le conseiller juridique du gouvernement, c'est le rôle du Conseil d'État. Et le gardien sur le référendum aussi de sa recevabilité. Attention à ce que le Conseil constitutionnel ne devienne pas un peu juge. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il refuserait qu'il y ait des consultations off. Il dit que les décisions du Conseil constitutionnel doivent être publiques et l'ensemble des concitoyens doivent pouvoir... Autrement dit, il refuserait qu'au gouvernement, on demande au fond officieusement ce qui semble un préavis en disant est-ce que je peux faire ça ou je vais être censuré. Aujourd'hui, l'évolution elle est quand même assez forte parce qu'il y a quelques années, le Conseil constitutionnel ne se prononçait en réalité absolument pas sur le bien fondé d'un référendum ou pas. Alors, il y a eu des débats historiques en 62, etc. Je passe là-dessus, mais il suffisait en gros que le président décide du référendum et la voie était libre. On a parlé de forfaiture, enfin bref. On pense au général de Gaulle. Par exemple. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus encadré. Et je crois que c'est assez sain. Et si on veut modifier la Constitution par des voies constitutionnelles, eh bien, on doit les appliquer. Ça s'appelle des garde-fous. On ne peut pas ouvrir tous les sujets comme ça du jour au lendemain. Je crois que c'est plutôt bien. Vous aurez le mot de la fin. Le constitutionnaliste que vous êtes, est-il inquiet au regard de ces dossiers sur la table de ce nouveau Conseil constitutionnel et notamment de la question référendaire? Inquiet, non, par nature. Vigilant, oui, mais je le suis autant que tout le monde autour de cette table. Le Conseil est une institution fondamentale aujourd'hui, ça a été dit, dans notre République. Elle est fondamentale parce qu'elle contrôle les lois, elle est fondamentale parce qu'elle contrôle l'élection des parlementaires, elle est fondamentale aussi parce qu'elle contrôle les référendums qui pourraient, le cas échéant, être proposés par le président de la République ou la présidente de la République. Et ce contrôle, il repose sur la seule jurisprudence
du Conseil constitutionnel qui, en 1962, s'estimait incompétent parce que c'était le président qui décidait, mais à partir de 2000, a changé sa jurisprudence. Alors, je vais vous poser une question vraiment très concrète. S'il y avait ce fameux référendum de Marine Le Pen, on est vraiment dans l'hypothèse qui vise, au fond, à changer la Constitution. Oui. Est-ce qu'il serait constitutionnel? Est-ce que le Conseil devrait, selon votre expertise, rejeter, parce que ça n'est pas l'article 11, ça n'est pas dans l'application? C'est très clair, et là, sur ce point, c'est très objectif, ça ne nécessite aucun débat vraiment sur le plan objectif. L'article 11 ne permet pas de réviser la Constitution. Seul l'article 89 est une voie qui permet la révision de la Constitution. Par conséquent, les référendums de l'article 11... Via le Parlement au 3/5e. Oui, ou un référendum. Les référendums qui seraient décidés par le président de la République sur le fondement de l'article 11 sont de niveau législatif et ne peuvent en aucun cas venir modifier par eux-mêmes la Constitution. D'accord, donc sa proposition de loi étant constitutionnelle, ça ne marcherait pas via l'article 89. Bien, bon, on verra si les nouveaux sages ont la même analyse que vous. Je vous remercie, c'était passionnant et très politique. Merci d'avoir participé à ce débat sur LCP. Bonsoir Eva Sas. Bonsoir. Vous êtes mon invitée franc-parler dans un instant pour évoquer cette proposition de loi que vous portez demain dans l'hémicycle, un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches. L'idée, je le disais dans le sommaire, est portée par l'économiste Gabrielle Zucman. Elle concerne 0,01% des contribuables les plus riches, mais elle peut rapporter gros. L'invitation de Maïté Frémont, interview juste après. Si on vous invite, Eva Sas, c'est parce que vous vous attaquez aux ultra-riches. C'est 0,01% des contribuables. À la louche, 1800 foyers qui possèdent aujourd'hui plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Eva Sas, vous êtes députée écologiste et votre proposition de loi, la voici. Celle d'un impôt plancher de 2% contre l'évitement des plus riches. Les grandes fortunes françaises ne payent quasiment pas d'impôt sur le revenu, à tel point que si elles partaient toutes demain s'installer aux îles Caïmans, leur facture fiscale baisserait à peine. Les recettes fiscales de la France baisserait à peine, de l'ordre de 0,03% du PIB français. Votre base de travail vous vient de lui, Gabrielle Zucman. En coulisses, l'économiste inspire. En France, de nombreuses personnalités appellent à suivre ses recommandations. Mais ces idées sont aussi repérées à l'étranger. Un impôt minimal mondial fait son chemin jusque dans les couloirs du G20, après la commande d'un rapport sur ce sujet par le Brésil. Ça permettrait de résoudre une forme particulière d'injustice fiscale, mais qui est sans doute la plus grosse et la plus exorbitante et la plus inacceptable, qui est le fait que les milliardaires ont des taux effectifs d'imposition plus faibles que le reste de la population. Alors, la France deviendra-t-elle pionnière en la matière? Eva Sas, à vous la parole. Et bienvenue sur ce plateau, Eva Sas. Alors cette taxe sur les ultra-riches que vous défendrez demain dans l'hémicycle dans le cadre de votre niche parlementaire pour les écologistes, elle part d'un constat. Et c'est vrai qu'il mérite d'être expliqué puisque la fortune des 500 plus riches de France a fait x10 en 20 ans. Absolument. Elles sont passées de 120 milliards à 1200 milliards. Déjà, on a du mal à se figurer ce que c'est que 1000 milliards d'euros. Mais voilà, elles ont été multipliées par 10. Alors, comment ils font pour à la fois échapper à l'impôt et avoir cet enrichissement un peu extravagant? Eh bien, ils ont des schémas d'optimisation fiscale, on dit. C'est-à-dire qu'ils mettent leur argent dans des holdings, leur patrimoine dans des holdings. C'est quoi une holding ? C'est une société qui détient des actions et ces actions, elles donnent des dividendes, mais tout reste dans la holding, ce qui fait qu'il ne se verse pas de revenus et qui dit pas de revenus, évidemment, pas d'impôts. D'accord. Alors quand on additionne tous les impôts que payent les ultra-riches chaque année, on parle de 1800 contribuables, hein, c'est rien du tout, c'est tous ces gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Si on additionne les impôts sur les revenus, le patrimoine immobilier, les différentes taxes, ça fait combien aujourd'hui en taux d'imposition ? Aujourd'hui, pour les ultra-riches, si on prend tous les impôts, là, vraiment avec la TVA, avec l'impôt sur les sociétés, eh bien, la moyenne des Français paye environ 50% de son revenu. C'est élevé, mais c'est le choix que nous avons fait en France d'avoir une société où on paye beaucoup d'impôts et on a beaucoup de solidarité. Mais pour les ultra-riches, c'est seulement 27%, en prenant vraiment tout en compte. Vous voyez bien que c'est nettement moindre. C'est là où vraiment il y a un problème de contournement de l'impôt, d'évitement de l'impôt, et c'est à ça que nous voulons remédier. La France est vraiment un paradis fiscal pour les ultra-riches, comme le dit Gabrielle Zucman ?
Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a rien mis en place pour mettre fin à ce contournement de l'impôt. C'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en place. Et puis on voit que depuis 2017, il y a eu en plus un allègement de la fiscalité sur le capital avec la transformation de l'impôt sur la grande fortune en un impôt sur la fortune immobilière et puis la mise en place de la flat tax sur les revenus du capital, ce qui fait qu'aujourd'hui, les revenus du capital sont moins taxés que les revenus du travail. Oui, c'est une forme de petit paradis fiscal, effectivement. Alors, vient l'idée, donc, après cette démonstration, d'un impôt minimal, c'est-à-dire un impôt plancher à 2%. Expliquez-nous exactement ce que vous taxez. Tout ce que possède l'ultra-riche, que ce soit en capital, en immobilier, en revenus. Absolument. L'idée, c'est vraiment d'avoir un impôt, on va dire, différentiel qui garantisse que l'ensemble des impôts payés par ces 1800 ultra-riches, eh bien, ce soit au minimum 2% de leur patrimoine. Et effectivement, dans leur patrimoine, on compte tout. On compte le patrimoine immobilier, le patrimoine financier et les biens professionnels. Alors ça, c'est important. C'est quoi un bien professionnel que vous mettez dans cette assiette fiscale et qui, si j'ai bien compris, était jusqu'à présent sorti, exonéré? Absolument. Par exemple, ça ne faisait pas partie de l'assiette de l'impôt sur la fortune. Les biens professionnels, eh bien, c'est les actions des entreprises que vous contrôlez. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec le seuil que nous avons introduit, puisque nous prenons les patrimoines seulement à partir de 100 millions d'euros, il ne s'agit pas du gérant de PME ou du four du boulanger. Ces biens professionnels, ce sont des actions, comme je disais, un patrimoine financier de fait, qui sont souvent logés dans des holdings. Et c'est justement ces biens professionnels qu'il faut savoir taxer, parce que c'est par là qu'on contourne l'impôt. Quand vous avez une société, qu'elle soit multinationale ou non, mais si vous avez un patrimoine d'actions dans cette société, que ce soit le gérant ou le propriétaire, là c'est un bien professionnel, vous taxez, c'est bien ça. Ce qui définit les biens professionnels, c'est le fait d'avoir un contrôle sur cette société et de détenir une part importante du capital. C'est complètement différent de l'ISF, en fait. Complètement. Ah oui, c'est très différent parce que c'est un impôt différentiel qui garantit vraiment un minimum. D'abord, le seuil, comme je vous le disais, est extrêmement élevé, hein, donc on ne touche vraiment que les ultra-riches. 100 millions d'euros. Par contre, on a une assiette effectivement assez large qui permet d'avoir un rendement intéressant. On en espère 15 à 25 milliards d'euros. Je crois que la France a besoin de ces recettes fiscales dans cette période de déficit. Évidemment, vous connaissez l'objection, c'est le risque d'exil fiscal. Bernard Arnault avait déjà failli quitter la France, on s'en souvient, il y a quelques années pour la Belgique. Si vous taxez à 2% les très grandes fortunes, elles partiront. Eh bien, écoutez, ce risque, il existe. Moi, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'exil fiscal. Si, en fait, il y a de l'exil fiscal, et on l'a vu d'ailleurs dans l'évolution de la fiscalité du capital. Mais il faut quand même garder raison. Et on voit bien que quand il y avait l'impôt sur la fortune, par exemple, il y avait seulement 0,2% des contribuables qui étaient soumis à l'ISF qui s'expatriaient sur le plan fiscal. Donc il existe, mais il ne faut pas l'exagérer, il reste contenu, c'est ça? Absolument, il reste marginal en règle générale. Aux États-Unis, vous pouvez taxer les Américains non résidents sur le sol américain? Oui, il y a une forme d'impôt universel, c'est-à-dire vous êtes américain, vous devez payer l'impôt américain. Nous ne sommes pas complètement d'accord avec cet impôt universel parce qu'il y a par exemple ce qu'on appelle les Américains par accident. Ils sont nés sur le sol américain et tout à coup un jour on vient sonner à leur porte pour leur dire qu'ils doivent payer l'impôt américain. Nous, ce que nous avons prévu, c'est un dispositif qui se rapproche plus de l'exit tax, c'est-à-dire que si vous avez vécu en France pendant 10 ans et que vous partez, eh ben, notre impôt plancher sur la fortune, il continue à s'appliquer pendant encore 5 ans. D'accord, il vous suit 5 ans. Voilà, il vous suit 5 ans. Là, effectivement, ça limite l'exil fiscal, mais ça ne touche pas les Français, notamment les binationaux, qui pourraient être touchés par une mesure d'impôt universel. Et l'attractivité, alors? Vous savez bien qu'Emmanuel Macron a quand même fait repartir les investissements en France. Il y a des gros enjeux d'image aussi, hein, sur la confiance qu'inspire notre économie pour les investisseurs. Je crois qu'il y a bien d'autres choses qui attirent les investisseurs en France. Cette question-là ne passe pas? La question fiscale? La question fiscale, en tout cas, on voit bien que nous aurons un dispositif déjà qui va freiner l'expatriation fiscale. On a même dans notre dispositif mis des mesures qui sont plus favorables pour ceux qui vont revenir en France, ce qu'on appelle les impatriés fiscaux. Eh bien, ils auront des exonérations pendant une période après qu'ils soient revenus en France. Donc, on a pris en compte tous ces éléments. Je crois qu'il faut aussi ne pas céder aux menaces qui sont toujours « on ne va pas venir investir chez vous »
où on va s'expatrier sur le plan fiscal. À un moment donné, on a besoin de justice fiscale et on a besoin que tout le monde contribue à l'impôt, y compris les plus aisés. La justice fiscale, elle est très attendue par tous d'ailleurs, qu'on soit français ou pas. Mais est-ce que c'est la bonne échelle, cette taxe Zuckman française? Vous savez bien comme moi qu'elle fait son chemin au niveau mondial. Elle a trouvé un certain écho déjà au G20, même Bruno Le Maire y était favorable. Mais au niveau mondial, est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied si on la fait tout seul? Moi, j'ai envie de dire, je serais fière que la France soit pionnière dans ce domaine. Effectivement, il y a des discussions au niveau international. Gabriel Zuckman a présenté son rapport devant le G20. Il y a plusieurs nations qui sont favorables. Et on pourrait imaginer un dispositif qui soit mis en place de façon concordante entre différents pays de la même manière et au même moment. Donc la France peut montrer l'exemple. La France peut ouvrir la voie et nous voulons effectivement une taxation internationale des personnes physiques comme a été mise en place la taxation internationale minimale des multinationales. Pour ceux qui nous regardent, c'est ma dernière question, elle n'a aucune chance d'être adoptée, tout simplement parce que le Bloc central n'en veut pas et que le RN, enfin pas tous, mais une bonne partie, et que le RN va sans doute voter contre ou s'abstenir. Pourtant, il y a une autre taxe qui se profile dans le budget 2026. Elle rapporterait moins que la vôtre, puisque 20 milliards, c'est pour la taxe Evasas, on va l'appeler. En revanche, il y a la taxe Lombard, du nom du ministre des Finances, qui concerne aussi l'optimisation pour lutter contre, et qui serait de 0,5% sur la même assiette, à lire nos confrères des Échos. C'est déjà ça, vous la voterez ? Alors déjà, je ne partage pas votre pessimisme parce que notre proposition de loi a été adoptée en commission, donc il n'y a pas tellement de raisons qu'elle ne soit pas adoptée dans l'hémicycle et on va tout faire pour demain. Ensuite, sur les propositions du gouvernement, en tout cas ce qui est à l'étude effectivement dans le cabinet d'Éric Lombard, ce qu'on observe, c'est surtout qu'ils veulent justement sortir les biens professionnels, les fameux biens professionnels dont on parlait tout à l'heure. Et là, ça change complètement l'assiette fiscale et donc le rendement serait nettement moindre. C'est un mécanisme de même nature, mais beaucoup moins ambitieux et je crois qu'il manquerait sa cible, malheureusement. On s'arrête là. Bonne chance pour demain. Rien n'est joué, c'est vrai, mais d'après le rapport de force, tout va encore dépendre sans doute des voix du RN. Non. Ils ont annoncé qu'ils s'abstiendraient. On verra demain s'ils sont du côté de la justice fiscale, si aussi au contraire, ils s'y opposent. Merci beaucoup, Merci Evasas, d'être venue sur le plateau d'LCP. On va terminer par un grand angle ce soir sur la méthode Bayrou, qui, vous allez le voir, a cogné dur les socialistes. Un grand angle ce soir pour essayer de comprendre à quoi joue notre Premier ministre. Bonsoir Antoine Oberdorf. Bonsoir Myriam. Et merci d'être là. Vous êtes journaliste politique à l'Opinion en charge du suivi des gauches. Bonsoir Elsa Mondingava. Bonsoir. Ma consoeur d'LCP aux manettes des questions au gouvernement les mardis et les mercredis sur notre antenne. Alors que s'est-il passé dans l'hémicycle? Bonsoir Marco Pommier. Bonsoir Myriam. Et merci d'être avec nous à nouveau dans Ça vous regarde. Où en est-on ce soir? Eh bien, écoutez, il n'y a toujours pas de résultat sur cette motion de censure. Le vote est en cours. Résultat attendu dans quelques minutes. En même temps, il n'y a pas vraiment de suspense. François Bayrou et son gouvernement devraient résister à cette 6e motion de censure, car le Rassemblement national ne la votera pas. Une motion défendue par les socialistes en réaction aux propos du Premier ministre sur le sentiment de submersion migratoire. Alors tout à l'heure, dans l'hémicycle, la députée socialiste Aïda Hadizabeh a dénoncé la trumpisation du débat public. Un gouvernement républicain ne doit pas plier face à l'extrême droite. Voilà ce qu'elle a dit à François Bayrou. Et la réponse du Premier ministre, elle, a étonné avec des propos particulièrement virulents, musclés à l'égard des socialistes, tout en dénonçant une motion de censure pour faire semblant. Écoutez. Mais on voit bien de quoi il s'agit. D'habiller de mots les plus grands et les plus grandiloquents possibles, de médiocrissimes intérêts, minuscules intérêts électoraux, microscopiques intérêts de courant de congrès. François Bayrou qui fait référence au futur congrès des socialistes, des mots qui ont irrité justement les socialistes. Ils ont fait le choix de quitter l'hémicycle. Quelques minutes après, ils ont dénoncé, ici même dans cette salle des 4 colonnes, un discours à côté de la plaque. Écoutez. Il a, au fond, fait comme s'il était dans sa salle de bain. D'ailleurs, c'est pour ça que nous l'avons laissé seul. Il a été dans son plus mauvais rôle. Et je trouve qu'il n'a pas grandi sa fonction et qu'il n'a pas non plus honoré le débat parlementaire et les règles
institutionnels qui nous permettent, quand nous avons des désaccords, de nous exprimer. Un Premier ministre déconnecté, méprisant et orgueilleux, voilà ce que me disait un socialiste tout à l'heure, ajoutant « Il fait comme s'il n'avait pas besoin de nous, car rappelons-le, les socialistes ont fait le choix de ne pas voter les motions de censure sur le budget et le budget de la sécurité sociale ». Marc Pommier, en duplex de l'Assemblée nationale, prévenez-nous bien sûr dès qu'on a les résultats du vote de cette motion socialiste. Antoine Oberdorf, à quoi joue François Bayrou? C'est une déclaration de guerre là qu'il fait aux socialistes. Oui, là on peut bel et bien dire, sans risquer de se tromper, que la parenthèse constructive entre le gouvernement et les socialistes est refermée. François Bayrou a de manière extrêmement surprenante voulu visiblement humilier les socialistes, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Il a raillé cette motion de censure à blanc, par opposition aux 5 motions de censure en réalité, qui ont précédé et qui étaient des motions de censure à balles réelles, a-t-il dit. Il a repris en cela quasiment les arguments d'un Jean-Luc Mélenchon, absent de l'hémicycle par nature, mais qui lui-même parlait de pistolet à eau. Il a aussi nargué Olivier Faure en faisant référence à François Hollande et le fait que François Hollande s'était ouvert du fait que cette motion de censure n'était pas destinée à renverser le gouvernement. Il n'y avait pas mieux pour faire sortir de ses gonds la délégation socialiste, qui a d'ailleurs quitté l'hémicycle. Mais vraiment, on s'est dit, parce qu'il y a l'humiliation des mots qui ont été prononcés par le Premier ministre, mais il y a l'humiliation suprême. C'est le sous-texte. C'est l'idée finalement qu'aujourd'hui, le Premier ministre envoie un signal, il pourra désormais brutaliser, selon lui, tant qu'il le veut, les socialistes, car ils n'ont plus de fenêtre de tir à court terme pour le faire tomber, en tout cas pas jusqu'au conclave sur les retraites ou éventuellement le projet de loi de finances 2026. On verra comment elle peut laisser des traces, cette violente charge, médiocrissime motion de congrès. Est-ce que le texte de la motion, moi je ne l'ai pas lu, je le confesse, mais vous l'avez fait, Elsa Mondingava, était très dur vis-à-vis de François Bayrou pour qu'il s'énerve à ce point ? Évidemment, c'était un texte qui était dur et les socialistes voulaient dénoncer un rapprochement entre le gouvernement qui reprend des thèses de l'extrême droite. Donc on peut comprendre, ça ne fait pas plaisir. Mais effectivement, comme disait Antoine, je pense que les socialistes ont quand même été assez surpris, et nous, journalistes aussi, par la virulence des propos et vraiment ce côté humiliant. Regardez ce que Jean-Luc Mélenchon tweet. Bayrou découvre le caractère toxique de toute relation avec le PS. Il n'hésite pas à maltraiter son petit personnel. C'est vraiment ça, si vous voulez, c'est même pas la bataille d'idées en fait sur la question des valeurs où François Bayrou, il l'a fait dans la deuxième partie de son discours, aurait pu rappeler qu'il n'avait pas le son de recevoir, rappelons peut-être que le PS avait en un temps parlé de la déchéance de nationalité, enfin il y avait du fond à opposer au Parti socialiste. Là c'était vraiment... Oui. Il s'est fait plaisir, on a l'impression. Et je pense que même les socialistes ont été quand même assez surpris. À Matignon, on réagit comment? On assume tout, et dans le camp des bayrouistes au Modem? En Macronie, on n'assume pas tout. Il y a notamment la prise de parole de Stéphane Vojta, député des Français de l'étranger, macroniste de son État, qui quand même se désolidarise des propos du Premier ministre, étant lui-même étonné par leur brutalité. Donc quand même, on avait dans l'idée que ce gouvernement devait se tirer des griffes de l'extrême droite et trouver des partenaires privilégiés en la personne des socialistes. Là, nous sommes mi-février et c'est fini, visiblement. Alors qu'est-ce que ça veut dire, c'est fini? Ça veut dire qu'à la prochaine motion, Bayrou tombe? Ça veut dire que... Déjà, c'est vrai que c'est bizarre. Moi, j'échangeais avec un proche de François Bayrou qui me disait « Ouais, mais il faut quand même qu'ils comprennent, les socialistes, qui avaient l'air de trouver ça normal. Je trouve que c'est pas les remercier. Les socialistes ont quand même sauvé la mise de François Bayrou. Alors, le RN ne votait pas l'émotion, mais... alors, soit effectivement, c'est un excès d'assurance. François Bayrou se dit, de toute façon, il n'y a plus de fenêtre de tir pour me censurer. On rappelle quand même qu'il y a une affaire Bétarame dont on parle beaucoup, qui le concerne au premier chef. Et justement, en sortant, l'oratrice du Parti socialiste a fait référence à cette affaire en disant que finalement, il devrait peut-être démissionner aussi François Bayrou là-dessus. Donc c'est soit un excès de confiance en soi en se disant, voilà, ça y est, c'est fini, les socialistes, ils sont décrochés, on les a décrochés et maintenant, ils ne retourneront pas en arrière. Sauf que les socialistes, déjà depuis le début, disent, attention, nous, on peut censurer sur le conclave sur les retraites, sur autre chose. Et c'est drôle parce que juste avant la motion de censure, j'ai échangé avec un collaborateur du groupe socialiste qui me disait attention parce que Bayrou souvent c'est celui qui fait des grosses gaffes, il a failli déjà faire tout capoter au moment du budget quand il a parlé de ce sentiment de submersion migratoire. Là on dirait qu'il a remis les pieds dans le plat. Et fâché un peu, oui, l'allié socialiste. C'était d'ailleurs la une de Libération aujourd'hui qui titrait sur le flou, la diagonale du flou François Bayrou. Il a les coups des franches, il y a un excès de confiance chez François Bayrou. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant côté socialiste? Ce qui est
déstabilisant, c'est qu'en dépit de l'apparente sérénité qu'il dégage, avec une gestion comme ça à la petite semaine qui lui permet de tenir à Matignon et de se maintenir jusqu'ici, il est dans une situation de vulnérabilité qui n'a pas changé parce que l'arithmétique parlementaire n'a pas changé et que l'on sait que on a un Rassemblement national qui, dès qu'il décidera d'enclencher la marche avant, sera en mesure de le renverser. Mais est-ce que ça veut dire qu'à la prochaine motion dite spontanée des Insoumis, les socialistes peuvent rechanger de bord et voter avec les Insoumis ou pas? Là, ce soir, on avait affaire à des socialistes qui, au sortir de l'hémicycle, étaient furibards. Hein. Donc il y avait un petit côté, si vous voulez, pour reprendre les dialogues des tontons flingueurs, il ne connaît pas Raoul, ce mec. Donc au prochain coup, pour citer un député socialiste, la prochaine fenêtre de tir, on lui met une balle, mais en plein buffet. Bon, en vérité, ils vont revenir en circo. Ils vont songer qu'à partir du 7 juillet, s'ils renversent Bayrou à partir du 7 juillet, une dissolution et donc des législatives anticipées sont possibles, qu'ils ne sont plus tellement en bon terme avec les Insoumis, que Jean-Luc Mélenchon pourrait éventuellement décider de leur faire la guerre en circonscription. Donc tout ça, ça mature dans l'esprit des socialistes. Mais il est un fait, c'est qu'il y a de multiples zones de turbulence que va devoir traverser François Bayrou. Le passage du budget 2025 était extrêmement dur, mais le budget du projet de loi de finances 2026, c'est, pour reprendre les termes d'un socialiste de nouveau, qui parle toujours en des termes assez châtiés, ça va être une boucherie. Il y a des économies à faire qui n'ont pas été faites. Et puis, il y a le rendez-vous des retraites avec le mois de mai avant. Et là, il y a une potentielle fenêtre politique ici à l'Assemblée. Je voudrais ouvrir un tout petit peu sur la méthode Bayrou. L'affaire Betaram, pour vous, c'est tourné. Cette page est tournée. On l'a vu accuser clairement le ministère de l'Éducation nationale. Exactement, chercher d'autres responsables, évidemment. Alors déjà, sa réponse a été quand même beaucoup plus construite et élaborée que les premières réponses qu'il avait données, qui n'étaient vraiment pas satisfaisantes, où il donnait vraiment le sentiment de découvrir. On sent quand même qu'il prend les choses au sérieux. Ça n'a pas l'air de l'inquiéter outre mesure, peut-être parce qu'on voit dans les déclarations de certaines associations de victimes qui ne l'enfoncent pas forcément, qui disent attention, l'affaire Betaram, les responsables, ils sont à chercher donc il peut s'en sortir, dans les gens qui sont responsables. Oui, peut-être qu'aussi cet excès d'assurance, on a eu en début de semaine les textes qui vont arriver à l'Assemblée nationale. Il y a un texte sur le narcotrafic qui fait assez consensus, qui a été voté à l'unanimité au Sénat. Il y aura même un rapporteur socialiste sur ce texte. Il y a la fin de vie, ça ne fait pas consensus, mais ce n'est pas sur un texte pareil qu'on fait tomber un gouvernement. Le changement de scrutin Paris-Lyon-Marseille, pareil. Voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on ne va pas faire tomber le gouvernement sur ces textes-là. Donc peut-être qu'en se disant, j'ai un peu d'air devant moi jusqu'à juin, il s'est fait un peu plaisir. Ça donne un peu ce sentiment qu'il a voulu se payer les socialistes un petit peu pour les rappeler que finalement le Premier ministre, c'est lui et qu'ils ne font pas que la pluie et le beau temps à l'Assemblée. C'est du talent aussi de pouvoir se permettre ça, parce qu'on dit aussi, il est madré, il y a quelque chose chez Bayrou qui fait que ça tient, il survit, sans frayeur à toutes ces motions. Sur un malentendu, oui. Si on considère que l'improvisation permanente est susceptible d'être un talent, alors effectivement, la méthode appliquée par Matignon depuis l'arrivée de François Bayrou est plutôt efficace. Simplement, il y aura nécessairement des moments de vérité, et les retraites en font immanquablement partie, où il faudra à François Bayrou se découvrir, se dévoiler et prendre des risques. Merci à vous deux. Direction l'Assemblée, salle des 4 colonnes, on a les résultats de cette motion socialiste. Est-elle rejetée, Marco Pommier ? Oui, Clémence Guettet, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, vient de communiquer les résultats dans l'hémicycle. Cette motion a recueilli 181 voix, loin de la majorité absolue, soit 289 voix pour faire tomber François Bayrou et son gouvernement. François Bayrou est donc toujours Premier ministre de la France ce soir. Merci beaucoup, Marco Pommier. Vous reviendrez ? Parce que cette méthode Bayrou, il faut du temps pour la comprendre. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour voir ou revoir Ça vous regarde, il y a la chaîne YouTube d'LCP et désormais, pour l'écouter, le podcast de l'émission. Très belle soirée. À demain.